Bonsoir à tous, invités sport, et ce soir nous allons aborder pour le premier point le Togo. Il y a un jeune Togolais à l'honneur au Maroc, un épervier au nom de Laba Fodo, élu meilleur joueur étranger. Et pour évoquer tout cela, nous avons sur ce plateau David Assimali. David, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste sportif. Et aujourd'hui, quand on parle de Laba Fodo et tout ce qui se passe de l'autre côté du Maroc, comment peut-on expliquer cela ? On peut dire que Todogo, que c'est de la consécration pour ce garçon qui a commencé ici au Togo avec son club formateur Jeanne d'Arc de Kikamé. Après la révélation de son talent, on l'a vu sous les couleurs d'Agaza, c'est son premier club en tant que réellement joueur. Et après, l'ascension a été absolument fulgurante avec Ange de Ngontchen, on l'a vu derrière partir au Gabon, à l'US Bitam où il a passé 3 saisons. Et sur ces 3 saisons, eh bien, il est monté crescendo avec tout d'abord se trouvant parmi les meilleurs buteurs puisqu'il est avant tout un avant-centre. Et puis après, la 2e saison, il a fini meilleur buteur. La 3e saison également, il a fini meilleur buteur pour finalement mettre le cap sur le Maroc où il est dans sa 3e saison. Voilà. Aujourd'hui, quand on regarde un peu le ratio du joueur, ça fait quand même 8 buts en 10 matchs, championnat toujours en cours. Ça fait une moyenne de, disons, 1 but par match, ce qui fait mieux que ces saisons précédentes où, puisque la saison passée, il a marqué seulement 6 buts en 18 matchs, plus 4 passes décisifs. Je pense quand même que c'est une réelle consécration, une montée en puissance du joueur qui révèle qu'il a de grosses ambitions à réaliser puisqu'il dit que ce n'est que maintenant que commence sa carrière. Alors, sur le plan africain, dans les compétitions africaines, que peut-on retenir concrètement ? On doit retenir quand même que le joueur a été décisif pour son club, la Renaissance sportive de Berkane, puisqu'il a marqué des buts assez capitaux pour qualifier notamment son équipe pour la phase de poule. Aujourd'hui, la Renaissance club de Berkane se trouve en poule au niveau de la Coupe CAF. Il a marqué des buts capitaux qui ont constitué des buts de qualification pour son club. Je pense que c'est l'un des fers de lance de son équipe. Et surtout qu'il est porté par tout le Maroc. Aujourd'hui, il est élu meilleur joueur étranger de son championnat. Ça veut tout dire, surtout que déjà on l'a vu en sélection, ce qu'il a commencé par montrer en sélection avec sa paire avec Adebayor. On sait également qu'il a marqué un but important aussi en Coupe d'Afrique des Nations lors de sa première phase finale de Coupe d'Afrique des Nations. Et on voit également que quand le Togo est en difficulté, eh bien ce joueur-là sait se positionner, sait servir des passes, mais également sait aussi marquer des buts pour soulager en tout cas son équipe nationale. Je pense quand même que c'est une très très belle chose et il y a encore 3 saisons, nous disions que c'était l'avenir du Togo offensivement. Quels sont bien sûr les atouts qui ont milité en faveur de cette récompense ? Je pense que d'abord le joueur a des qualités athlétiques et techniques non négligeables. Je voudrais dire que c'est des qualités qui sont recommandé dans les académies, dans les centres de football. De la tête, il est très bon, des 2 pieds, il est exceptionnel. Il a une vision particulière du football. Son altruisme également reste des facteurs importants. Et au-delà, le placement, le déplacement et le replacement du joueur constituent des atouts pour lui. Oui. Et ça recommande que vous pouvez même regarder Laba Fodo dans sa polyvalence. Le placement en tant que Fox in the box, l'avant-centre numéro 9 nominal, on peut le voir comme un ailier de débordement, d'infiltration sur les 2 côtés. Il peut même décrocher en tant que milieu de terrain axial. Et quand vous avez un joueur qui a des techniques individuelles pour jouer à ces différents postes, eh bien, ça peut dépanner énormément. Et aujourd'hui, on peut dire qu'au-delà de ça, je pense que c'est l'humilité, la remise en cause à chaque fois de ce joueur constitue des qualités humaines qui lui permettent en tout cas de montrer petit à petit au fil des années
qu'il reste une valeur absolument sûre du football. Parlons à présent de ses actions au pays. Quand on dit Fodo là-bas aujourd'hui au Togo, à quoi peut-on vraiment faire allusion directement en matière d'action sur le terrain au Togo? Oui, là-bas, Fodo, il faut reconnaître que au-delà du joueur, eh bien, c'est un grand cœur, comme on dit. Parce que lui-même, bon il samaritain. dit... Ah oui, vous l'avez lâché le mot, le bon samaritain. Parce que lui-même, il dit... il est venu d'une famille assez modeste, où ça a été très difficile pour lui d'allier football et puis d'aller à l'école. Il a fini étudiant avant de redonner une autre allure à sa carrière professionnelle de football. Il a souffert. Comme des enfants modestes, vous le savez, aller à l'école, des problèmes d'écolage et tout, réunir tous les atouts pour avoir une éducation, la trajectoire d'une éducation assez aboutie comme celle de là-bas, Fodo, c'est compliqué. C'est pourquoi il dit qu'il connaît cette galère que vivent les enfants. C'est pourquoi à chaque rentrée, eh bien, il offre toujours des kits scolaires, des bourses pour les enfants nécessiteux. Et ce, depuis 5 ans. Donc, il ne faut pas forcément avoir toute la fortune du monde pour montrer quand même sa solidarité, sa compassion pour ceux qui sont des nécessiteux. Et je trouve que ça, c'est très, très appréciable. Des enfants des lacs, de Lomé, de l'intérieur du pays, de Tchamba, de Dapaon. Et ça, il le fait avec beaucoup de discrétion. C'est également une énorme qualité du joueur. Mais au-delà, la reconnaissance du joueur pour le milieu qu'il a vu naître, le milieu qu'il a vu grandir. Clicamé, justement, où il a connu son premier club, le club formateur du joueur, Jeanne d'Arc de Clicamé. Vous savez que récemment, le dimanche dernier, il y a eu l'apothéose du tournoi de la reconnaissance trophée là-bas. Reconnaissance parce que c'est ce milieu qui lui a donné l'opportunité de devenir ce qu'il est devenu aujourd'hui. Et donc, là-bas, Fodo dit, je rends un peu ce que ce milieu m'a donné, parce que je ne peux pas tout rendre à ce milieu. Je donne un peu pour initier ce trophée-là avec l'engagement de 24 clubs, des joueurs qui deviendront forcément des pépites de demain, des nouveaux Laba Fodo, des nouveaux Jenda Konam, des nouveaux Cheyi Adebayor. Voilà. Et au-delà, je pense quand même qu'il y a eu de l'engouement qu'il a suscité à travers ça au sein de la jeunesse togolaise qui rêve de faire comme lui. Et ça, je pense qu'il faut lui tirer une fière chandelle parce que là, il fait ce que beaucoup n'ont pas pu. Mais là, beaucoup n'ont pas pu. Parlez-nous un peu de l'avenir de Fodo là-bas, en club et en sélection. En sélection, déjà, on doit dire que c'est un garçon qui a été toujours disponible. Je parlais tout à l'heure de sa polyvalence sur l'aire de jeu. On sait quand même que là-bas, Fodo, avant tout, c'est un attaquant nominal, un neuf nominal. On sait également qu'il peut dépanner sur les côtés, dans l'axe. Et du coup, il a toujours sa place sur l'aire de jeu. Et je vous disais tout à l'heure que c'est l'incarnation même de l'avenir offensif du Togo, de la sélection nationale du Togo, avec les jeunes qui arrivent en ce moment. Je peux penser qu'il y a de belles promesses avec lui, avec Denke Kevin également, qui a retrouvé la sélection nationale récemment, qui s'est engagé professionnel avec le Nîmes Sporting Club il y a encore 2 semaines, avec d'autres jeunes qui viennent du cru local, le Koudagba, l'attaquant patenté de la formation de la SCK, et puis d'autres jeunes qui sont issus du cru local ou alors de l'étranger. Je pense quand même qu'on devrait faire une alchimie entre cette petite expérience entre griffes de là-bas Fodo avec d'autres qui viennent en sélection. Mais non, en club, je pense qu'il a déjà beaucoup prouvé sur le continent africain, en passant par le Togo, par le Gabon, qu'il a conquis, et en passant, il faut rappeler qu'à chaque fois où il descend dans un club, il fait toujours des fanatiques. On se souvient quand même de l'hommage que lui a rendu le Gabon lors de la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Tout le Gabon a supporté là-bas Fodo, quoique le Gabon a sa sélection nationale pilotée par Aubameyang et tous les autres. Aujourd'hui,
c'est le Maroc qui le porte, mais je pense que vu le niveau qu'il est en train d'atteindre sur le continent africain, il devrait avoir un palier beaucoup plus important, c'est-à-dire aller à un niveau supérieur pour véritablement démontrer la force qu'il a, surtout au plan sportif et notamment dans le football. L'actualité sportive ce soir, c'est aussi le Ballon d'Or africain. Salah, Mané, Aubameyang pour le sprint final. Finalement, c'est le trio de l'année passée qui est ramené. Et à quoi peut-on s'attendre aujourd'hui en ce qui concerne bien sûr le verdict final? Le verdict final, je dois dire que c'est la première ligue anglaise qui devrait l'emporter, puisque, en tout cas, c'est la répétition de l'année passée et le dénominateur commun, c'est que ces trois Africains font la pluie et le beau temps du côté de l'Occident. Tout le monde n'a Dieu que pour ces trois-là. Là, en ce moment, parce que là, quand regardez Sadio Mané et puis Mohamed Salah du côté de Liverpool, quand vous regardez également Aubameyang du côté d'Arsenal, ça fait 14 buts pour Aubameyang, ça fait 14 également pour Sadio Mané. Tous les deux ont le même nombre de buts que Harry Kane, qui reste en tout cas le seul Britannique, pour ne pas dire le seul Européen, parmi les cadors, du moins les goléadors de la Première Ligue anglaise. Donc je voudrais dire que le Ballon d'Or africain aujourd'hui, c'est la Première Ligue anglaise, ce qui veut dire qu'il y a plus de compétitivité, il y a plus de concurrence, il y a plus de sportivité du côté de ces trois-là. Pour mettre un peu la nuance entre ces trois joueurs, je dois dire quand même que Mohamed Salah est bien parti pour succéder à lui-même. Et ses statistiques de l'année passée, vous le savez, c'est 32 buts, toutes compétitions confondues, avec à la clé la finale de la Ligue des Champions. Et vous connaissez comment cette finale a tourné au vinaigre pour l'Égyptien qui a été un peu liquidé par Sergio Ramos lors de cette finale-là. Et après, la Coupe du Monde n'a pas donné ce qu'elle devrait donner. Et là encore, il y a beaucoup de bémols à voir. Derrière, il y a Sadio Mané également qui a fait une saison assez formidable avec Liverpool, la même équipe que Mohamed Salah. Et aujourd'hui, après la Coupe du Monde, je dois dire que Mané est un peu en dedans par rapport à Salah. Donc entre les deux, oui, la balance penche beaucoup plus du côté de Salah, qui est beaucoup plus en forme, même si le début de saison a été un peu timide pour l'Égyptien, qui au final a retrouvé l'allure que devrait retrouver celui qui a gagné le Ballon d'Or de l'an passé. Maintenant, Aubameyang n'a pas connu la Coupe du Monde, mais il se retrouve dans la shortlist du Ballon d'Or. Ça prouve que ses performances avec Arsenal aujourd'hui militent en sa faveur. Moi, je placerai pour mon podium Salah, Aubameyang, Mané. Alors, on sait aujourd'hui qui, vous l'avez dit, la chance, c'est beaucoup plus vers Salah. Est-ce qu'il suffisait juste d'avoir tout cela, être vraiment 14 buts, tout cela, pour être vraiment celui qui a beaucoup plus de science aujourd'hui? Quand on voit aujourd'hui ce qui se passe sur le continent en matière de ces jeunes-là qui émergent en matière de foot. Non, il n'y a pas que ça. Il n'y a pas, parce que, tenez-vous bien, au-delà des performances ou de l'attitude des joueurs sur le terrain, l'extra-sportif compte énormément. Vous savez que Kevin Keegan a dit, pour être Ballon d'Or, en principe, pour être un modèle en football, il n'y a pas que le football. Il y a l'au-delà du football, son comportement qui doit respecter beaucoup d'éthique, qui doit respecter beaucoup de respect pour les footballeurs, mais également pour les spectateurs. Et quand je prends ces trois joueurs-là, non mais c'est formidable. Le modèle qu'ils représentent pour les jeunes joueurs qui aujourd'hui sont dans les écoles de football. Quand vous regardez un peu le respect de Salah vis-à-vis de l'adversaire, quand vous regardez un peu le respect de Mané et d'Aubameyang vis-à-vis de l'adversaire, et au-delà, quand vous regardez un peu ce que font ces joueurs-là dans leur pays en termes de retombées
au plan social, c'est formidable. Je sais que Mohamed Salah, dans son village, là-bas en Égypte, a construit un complexe d'hôpital formidable où ces populations vont consulter, sont vues médicalement à 0 francs. Quand regardez un peu les infrastructures médicales de Sadio Mané dans son village, dans le fin fond de son village, et puis comment il s'investit dans l'éducation des jeunes qui n'ont pas l'opportunité d'aller à l'école, c'est formidable. Quand regardez un peu le modèle qu'incarne aujourd'hui Aubameyang dans son pays, il y a tout ça qui influe forcément, directement ou indirectement, sur le vote des sélectionneurs et des capitaines des sélections. Donc, on ne votera pas forcément pour quelqu'un qui marque 1000 buts une saison, mais qui a des frasques, qui crée toujours des scandales, qui finit en boîte de nuit, qui ressort saoul, qui est toujours en opposition avec la police ou carrément autre chose. Donc, il y a le football, et il y a de l'autre côté du football qui compte, parce qu'il faut constituer un modèle pour inspirer le vote des sélectionneurs et des capitaines. Est-ce que le verdict final sera vraiment accepté si peut-être Salah n'a pas été choisi aux dépens de Mané, ou Mané peut-être aux dépens de l'autre? Bon, mon podium ne reste que mon podium et cela n'engage que moi. C'est possible aussi que ce podium ne soit pas partagé par et les sélectionneurs et les capitaines, mais également par les observateurs du football. Donc c'est possible. Et puisque la valeur la plus partagée, la plus incarnée, en tout cas qui est supposée, la valeur la plus incarnée et partagée au football, c'est le fair play. Je pense que le verdict devra être accepté par tous et par chacun. Heureusement que nous ne sommes pas en politique où après élection, il y a protestation, marche et tous les autres. Alors, à quoi peut-on s'attendre dans les jours qui viennent en matière de cette grande rencontre annuelle qui a lieu en Afrique? Je pense que c'est un partage des moments forts du football de l'an 2018 où on a vu beaucoup de révélations au plan même continental, parce que vous savez également que la Ligue des Champions, c'est l'une des compétitions les plus prisées sur le continent africain. Je pense que ça doit susciter de l'émulation au sein des jeunes qui aspirent faire de grandes carrières à l'international, pas seulement en Afrique, à l'Occident, prouver beaucoup de choses. Mais je pense que ça devrait beaucoup interpeller les décideurs du sport et même des politiques. C'est-à-dire ceux qui décident des politiques et même des sports. Parce qu'aujourd'hui, le sport devrait faire partie des politiques de développement sur le continent. Parce qu'aujourd'hui, le sport est une énorme industrie qui devrait apporter des mannes financières au point où, normalement, les Africains ne devraient pas faire de la ruée vers l'or européen. Parce qu'aujourd'hui, si on assoit une machine qui développe les sports, qui crée un créneau de développement sur le continent, on ne devrait pas s'extasier à faire des ruées sur l'Europe, sur l'Asie, sur l'Amérique. Je prends juste un exemple. L'exemple du club guinéen du Horoya, de Conakry, qui fait de l'inédit, de l'atypique sur le continent africain. C'est l'un des clubs, au-delà du tout-puissant Mazembe, à concentrer un investissement, un engagement absolument fou sur le continent africain. C'est l'un des clubs qui paye à un joueur 2,5 millions le mois, mis à part les primes, mis à part les logements, mis à part les billets d'avion réguliers pour les joueurs en vue d'aller visiter, de prendre un congé et tout. C'est l'un des clubs qui offre à la signature des voitures aux joueurs, leur permettant d'être totalement libres dans l'esprit, parce que on dit également qu'en sport, il faut être free, il faut être sain pour
réellement donner des résultats. Et ça, il faut féliciter ce président qui est en même temps le président du Horoya, mais également le président de la Fédération guinéenne de football, le président Souaré de la Guinée. Je pense que si beaucoup s'inspirent de ce que fait ce président, de ce que a déjà fait le président du tout-puissant Mazembe, Moïse Katumbi Chapwe, je pense que l'Afrique retiendrait énormément ses talents sur le continent et ces talents-là seraient énormément à l'aise et ne vendraient pas pour quelques milliers d'euros leurs talents au risque même de dénaturer même la philosophie du jeu africain, parce que la philosophie du jeu africain est telle que s'ils vont en Europe, eh bien on leur impose autre chose et on transforme des défenseurs en attaquants et vice-versa. Et aujourd'hui, vous voyez ce que fait Claude Leroy en sélection nationale du Togo. On met un attaquant en tant que latéral droit où à la fin le joueur n'arrive pas à donner. Du coup on dit que le joueur là il est censuré parce qu'il n'arrive pas à se retrouver dans le registre où on le place. C'est dommage. C'est absolument triste et dommage. Nous allons aborder le troisième point. Le troisième point, bien sûr. Parlons de la Première Ligue qui vient de boucler sa 21e journée, soit la fin du Boxing Day. Quelle analyse peut-on faire des différents résultats à l'heure actuelle? On doit dire que la conclusion finale de ce Boxing Day, parce que c'est une étape absolument charnière en Angleterre pour devenir vainqueur de la Première Ligue. Je remarque que le championnat il est totalement relancé parce qu'avant la 21e journée, eh bien l'équipe de Liverpool qui était restée invaincue jusque-là, mais finalement pas invincible, a perdu un match face à City, mais aura capitalisé quand même 9 points sur 9 en dehors des 3 perdus lors du 4e match. Et l'écart était de 7 points entre Liverpool et Manchester City. Et aujourd'hui, il est désormais de 4 points. Ce qui veut dire que ce championnat, il est totalement relancé. Le champion en titre, les Sky Blues, n'ont pas vendangé, en tout cas, la remise en cause de leur titre, mais relance bien le championnat parce que derrière il y a aussi Tottenham qui va revenir avec de belles ambitions, des genoux qui ont des ambitions, donc je devrais dire des dents longues pour aller décrocher le titre. Mais derrière on relance bien aussi Chelsea à la conquête de ce titre. Mais derrière j'ai remarqué également que l'une des formations qui a capitalisé ce Boxing Day, c'est bien la formation de Manchester United, non sous Mourinho, mais plutôt sous le Norvégien Ole Gunnar Solskjaer qui a quand même fait la passe de 4. C'est exceptionnel ce qu'il a fait parce que on se rend compte qu'avec Mourinho, la mayonnaise ne prenait pas, mais pas avec vraiment. Lui, eh bien le discours est passé. Eh bien, l'esprit était free pour les joueurs qui ont fait... ils ont passé quand même un bel hiver. 12 points en 12 possibles, c'est formidable. David Assimadi, quelles sont donc les chances des uns des autres pour pouvoir s'imposer à la fin de la saison? Les chances des uns, en commençant par le leader. Puisque la fin, c'est pour le mois de mai prochain. Oui, le mois de mai prochain. Et c'est pas très loin, ça fait, disons, 4 mois, parce qu'ils seront en pause ce week-end-là pour reprendre finalement le week-end du 12. Les chances des uns, comme des autres, en commençant par le leader, il s'agit de Liverpool, qui a fait un match nul contre City et une défaite contre City. Le reste, eh bien, c'est 19 victoires. C'est formidable. Ils ont un effectif très appréciable. L'alchimie a pris entre le talent et la jeunesse. Au-delà, il faut rajouter la fougue et l'audace de ces joueurs-là qui constituent aujourd'hui une véritable Dream Team. Je voudrais parler tout d'abord de la ligne d'attaque avec Salah, Mané, Naby Keïta, avec également Sturridge, un milieu assez beau avec Wijnaldum, avec aussi le capitaine Henderson. On a vu aussi l'apport de Fabinho. Et vous savez qu'aujourd'hui,
la merci n'a Dieu que pour ce défenseur, Virgil van Dijk, qui a eu l'honneur, normalement d'ailleurs, d'avoir une chanson en sa gloire, parce que c'est un garçon qui incarne la stabilité au niveau de cette défense. Prenez la défense de l'année passée. À cette même étape de la compétition, Liverpool avait déjà encaissé 18 buts. Et aujourd'hui, avec Van Dijk, qui est le patron, le général de cette défense, Liverpool n'a encaissé que 9 buts. C'est formidable. Et ça, c'est une stabilité qui constitue un des indices pour que ça devienne champion. Deuxième indice, c'est que Liverpool, sur les 3 dernières saisons, est la meilleure attaque du championnat de Première Ligue. Et vous avez les gâchettes infernales qu'on vient de citer tout à l'heure. Donc, c'est des indices pour avoir un peu de régularité et la constance dans les résultats. Quand on prend le cas du champion en titre, les Sky Blues, piloté par Pep Guardiola, vous le savez, c'est un virtuose quand même de la technique en termes d'entraîneurat. Vous avez vu un peu la tactique qu'il a mise en selle pour venir à bout de Liverpool, qui était jusque-là invaincu. Ça voudrait dire que oui, ça constitue un élément fondamental pour que City succède à lui-même. Mais non, derrière, il y a les formations qui sont ambitieuses. Tottenham, c'est possible, encore moins la formation de Chelsea, qui restera un des troubles faits quand même pour l'issue finale de ce championnat. Et je vous avoue quand même que je ne mettrai pas United en tant que favori, parce que là, il faut sauver la saison, peut-être une place européenne. Merci beaucoup, David Assimadi, messieurs. C'est ainsi que se referme, bien sûr, ce rendez-vous de l'info, bien sûr, de l'invité sport de ce soir. Une pause, elle est très importante. Juste derrière, on se retrouve pour la suite de ce grand rendez-vous de ce soir. Et c'est bien sûr Regard croisé.